Salutations à tous, pour cette 16e édition de Nerac News, j'ai décidé de vous montrer une vidéo que j'avais oubliée, que j'avais mis de côté, ça m'était sorti de la tête. C'est une vidéo que j'avais prise l'année dernière, au mois de mai, à Cusset. C'est la vidéo de la convention de Patrice Giraud. Alors si vous ne savez pas qui c'est, je vais vous laisser devant les explications d'un des membres des Héritiers de la Force. Et sans plus attendre, regardons cette vidéo. Merci à tous d'être venus à cette conférence donc, de M. Patrice Giraud. Nous nous faisons un plaisir de l'accueillir parmi nous cette année. Donc pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, M. Patrice Giraud est notamment l'ex-rédacteur en chef du Lucasfilm Magazine, autrement dit le magazine officiel de Star Wars en France. Il a notamment été en contact pendant de nombreuses années et a travaillé avec des officiels de chez Lucasfilm, entre autres George Lucas, Steve Sansweet, etc. Patrice Giraud a également organisé les deux conventions officielles Star Wars au Grand Rex à Paris, et il a également organisé les deux expositions officielles Star Wars qui ont eu lieu à Paris, dont l'une est actuellement en cours, qui s'appelle Star Wars Identities. Voilà, donc M. Patrice Giraud est là aujourd'hui pour vous parler de la société dans laquelle il travaille, qui est Science Fiction Archive, et notamment vous présenter des objets, pour certains inédits, qui ont servi pendant les tournages des films. Et ensuite, il pourra répondre à vos questions et notamment parler de son expérience de travail avec Lucasfilm, des tournages de Star Wars, de son point de vue sur l'avenir de la saga, etc. Voilà, donc c'est un plaisir pour nous de le recevoir et je lui laisse la parole. Merci Alexandre. C'est le problème du film. Écoutez, merci d'avoir répondu présent à cette présentation. Vous me connaissez sûrement de mon passage dans l'univers Star Wars. Et effectivement, aujourd'hui, depuis 2008, j'ai monté une société qui s'appelle Science Fiction Archive avec Benjamin Fleurier qui est sur ma gauche et Arnaud Grabert qui est l'initiateur de cette société et qui est l'un des plus grands collectionneurs d'objets de cinéma au monde. Il est à mes yeux l'un des plus grands collectionneurs d'objets Star Wars comme Steve Sansweet. Alors Steve, que vous connaissez aussi, qui est rentré dans le livre des records de Guinness, mais qui lui a choisi le volume, alors que Arnaud a choisi plutôt la pertinence des objets et la qualité des objets. Et donc plutôt que beaucoup de merchandising, il a souvent acquis des objets conservés dans le film, ou des peintures, ou des œuvres d'art, ou des storyboards, enfin des choses qui à ses yeux avaient plus de valeur, je dirais même intime. Voilà. Donc je vais vous présenter ce qu'on fait à Science Fiction Archive. Voilà, donc on a plus de 10 000 pièces qui couvrent à la fois des costumes originaux de films, des accessoires, des maquettes originales de films, des œuvres graphiques, des clubs de cinéma, du script, et bien sûr, comme tout collectionneur, beaucoup d'objets de merchandising, mais aussi des prototypes, Arnaud a eu la chance de mettre la main sur les archives, une bonne partie des archives de chez Kenner. Voilà. Comme ça, ils ne sont pas partis à la poubelle. Nous avons un autre associé qui est Robert Watts, qui a été producteur ou coproducteur ou associé de producteur sur les Star Wars originaux, les Indiana Jones, et il a été au sommet de sa carrière lorsqu'il a été producteur du Roger Rabbit de Steven Spielberg et de Robert Zemeckis. Là on peut le voir sur le tournage de l'Empire contre-attaque, assis sur le Toltone. Il n'est pas ici, mais on le salue bien fort. C'est aussi le demi-frère de Jeremy Bulloch, qui est Boba Fett. Et vous comprenez pourquoi Jeremy Bulloch est dans le film, c'est grâce à son demi-frère. Donc les collections, je vais vous montrer un petit panorama de ce qu'on a autre que Star Wars. Après je reviendrai sur Star Wars, plus particulièrement pour cette convention. Alors nous avons des objets comme par exemple Maria ou Robotrix suivant les appellations de Metropolis. Là par exemple c'est une réplique puisque l'original n'existe plus, il a été détruit à la fin du tournage. Ou alors, pour ceux qui aiment la science-fiction, le petit Tweety de Buck Rogers. Il n'en reste plus que, je crois, 2 au monde.
et on a la chance de l'avoir dans nos collections. Mais nous avons aussi des maquettes originales, donc là je vous en présente que quelques-unes. On a l'USS Enterprise B de Star Trek, initialement fait pour Star Trek 3, qui s'appelait Excelsior, puis la maquette a été modifiée par ILM pour être transformée en USS Enterprise B pour Star Trek Generation. Voilà, c'est une très grande maquette qui doit faire 4 ou 5 mètres de long. Voilà, c'est une très belle pièce. Où on a par exemple une très grosse maquette Jupiter 2 du film Lost in Space. Ou alors on a aussi, au-delà des costumes, des props, des storyboards, des véhicules grandeur nature, comme par exemple le taxi du 5e élément, ou alors, plus facile dans Paris, le Viper Mark II de la série Battlestar Galactica version 2003 de Ron Moore. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces objets à Science Fiction Archive? L'idée initiale, c'était de faire un musée, mais un musée est très compliqué, parce que ça coûte très cher, des coûts de rentabilité très difficiles. Et quand on a pensé à ça, ayant travaillé moi-même pour les archives de Lucasfilm, qui ont pris la politique de faire des expos itinérantes, on est parti sur le même concept. C'est à partir de nos expos, plutôt que d'avoir un musée, eh ben, prenons nos collections et construisons plusieurs types d'expositions et faisons-les voyager dans le monde. Voilà. Donc à partir de ça, on a fait une toute première exposition en 2008, je crois, à la Cité des Sciences, qui s'appelait Science et Fiction Aventure croisée, sur plus de 2000 m². On commençait quand même avec une très très grosse exposition. Voilà, donc je vous présente quelques photos de l'intérieur. Là par exemple, c'était la zone Star Trek où étaient exposés des costumes originaux du film. Il y avait une zone, bien sûr, Retour vers le futur, parce que Arnaud est un grand fan de Retour vers le futur. Où là, par exemple, vous pouvez reconnaître des costumes originaux et une créature du 5e élément de Luc Besson. Là, pour les initiés, c'est le costume de Harrison Ford dans Blade Runner, accompagné d'un des couvre-chefs de la police. Et là, un ensemble de costumes de Matrix. Donc voilà, on essaye toujours, notre idée c'est de dire, parce que quand on va dans les musées, ils nous regardent toujours un peu en biais, parce que pour eux c'est pas de la culture. Et il faut se battre avec eux pour dire, non, nous, nos objets, ça fait partie d'un patrimoine, mais il est clair que tout ça sera reconnu peut-être que dans 50 ans, mais aujourd'hui c'est encore très jeune. Donc pour nous c'est un vrai combat de faire accepter ça par les musées, et donc on se met pour obligation que les présentations soient belles. C'est-à-dire que chaque objet, on essaye de le présenter comme un petit bijou. Voilà. Et donc la scénographie est très importante dans nos expositions. Là par exemple, vous pouvez me voir, ça donne une idée de la taille de la maquette. C'est le Roger Young du film Starship Troopers. Et c'est, je crois, la dernière très grande maquette faite pour le cinéma de science-fiction. Puisqu'aujourd'hui, le CGI a pris le pas pour ce genre de choses. Et là, c'était par exemple la zone des aliens où il y avait quelques masques de Star Wars. On a une exposition aussi robot des films aux jouets qui tourne en ce moment, là, qui va aller en Bretagne prochainement, à Saint-Brieuc, pour ceux qui sont dans le coin, où on présente un ensemble de galeries de robots, là, des Robbie le robot, et puis une réplique, mais c'est un vrai costume du T-1000 de Terminator 2. Voilà, on avait une autre exposition dans le Nord qui était Science et Fiction, qui était une déclinaison de l'expo à la Cité des Sciences. Là, vous pouvez voir le Spaceball One, qui est la grande maquette qui sert à l'ouverture du film de Mel Brooks, qui est la parodie de Star Wars, la folle histoire du espace. Voilà. Donc c'est ce grand vaisseau au début qui déroule, et c'est une très grande maquette, très très lourde, à déplacer. Donc un ensemble de combinaisons spatiales. Là, par exemple, plus difficile à reconnaître, je ne sais pas si quelqu'un peut reconnaître le vaisseau. C'est une maquette de Martin Bower, et c'est la navette d'Outland, le film avec Sean Connery, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film de science-fiction, qui est un remake version espace du train sifflera 3 fois. Voilà, un ensemble de costumes. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de nos expositions, et bien sûr, on a fait l'exposition Les jouets Star Wars aux Arts décoratifs dans une des ailes du Louvre il y a 2 ans.
Et ça, pour nous, ça a été les gens ne se rendent pas compte, mais ça a été un combat de 2 ans pour arriver à faire cette exposition. Non seulement avec Lucasfilm, parce que personne n'avait le droit de faire d'exposition à part Lucasfilm, donc il a fallu réussir à trouver un moyen d'avoir cette autorisation. Et puis il a fallu se battre avec le musée, parce que faire rentrer dans une aile du Louvre les jouets Star Wars et la marque Star Wars, ça n'a pas été gagné. Et je tiens à saluer tout au fond. Il dit non, mais moi je dis si, parce que sans lui, on n'aurait pas eu cette expo. C'est PF de chez Hasbro, et on peut lui dire merci, c'est lui Vous pouvez l'applaudir, c'est le brand manager, c'est un terme un peu business, et c'est lui qui s'occupe en France des jouets Marvel et Star Wars, donc soyez copains avec lui. Et c'est vraiment lui qui a réussi à nous dégoter l'autorisation de faire cette exposition. Donc merci beaucoup PF de nous avoir récupéré ça. Donc là je vais vous faire un petit survol, donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de monter à Paris voir l'exposition. Une exposition qui donc a retracé à l'époque 36 ans de jouets Star Wars, donc qui partait de la conception à montrer des objets, des blisters, ou des fois des prototypes jamais réalisés ou jamais montrés au public. Donc c'était dans des grandes vitrines, bien scénographié par un collectif qui s'appelle H5, qui est connu pour avoir gagné un Oscar Hollywood pour son court-métrage Logorama. Je ne sais pas si vous voyez ce court-métrage, où c'est que des logos qui se baladent dans la nature. Donc ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur certains objets. Et puis on avait fait une partie, parce qu'il fallait plaire à la fois pour des fans adultes, mais aussi pour des enfants. Et il ne faut pas qu'un musée soit rébarbatif pour les enfants, donc on avait fait des dioramas aussi stylisés. Là on peut reconnaître le pic de Carkoon, du Retour des Jedi. Et la bataille de Kashyyyk de l'épisode 3. Alors je vais revenir sur certains objets qui ont été présentés, qui sont un peu emblématiques. Là par exemple, c'est un prototype R2D2 filoguidé de Kenner. Alors là on ne voit pas bien, mais c'est ça aussi l'intérêt de cette exposition, c'est de montrer une technologie qui n'existe pas, une manière de faire qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui on a l'ordinateur et l'ordinateur remplace tout. Là, à l'époque, c'était tout fait à la main, pas à la main, au feutre. C'est vraiment un prototype unique au monde. Donc tout le monde, certains d'entre vous connaissent bien sûr le jouet Kenner qui est sorti à l'époque, le radio commandé. Mais en fait, quelques mois avant, l'idée c'était de faire un film, de faire un prototype philo-guidé, qui est beaucoup plus grand d'ailleurs que la version finale. Et puis la technologie est avancée et Kenner a décidé de faire une version radiocommandée. Voilà. Mais ça, c'est un prototype qui d'ailleurs, chez Lucasfilm, n'avait jamais vu qu'on leur a fait approuver l'exposition. C'était vraiment sorti uniquement des archives de chez Kenner. Donc on a des choses comme ça, comme le Boba Fett d'époque, donc qui est en plus une figurine mythique pour les fans parce qu'il y avait le fameux Boba Fett avec lanceur de roquettes dans le dos qui finalement n'a pas été fabriqué pour des questions de sécurité. Mais là vous avez à gauche la version cire, donc c'est la première sculpture faite de la figurine. Et à partir de ça, on va faire les moules pour faire le premier tirage et ensuite la version définitive. Et c'est dingue de se dire que des millions de figurines dans le monde vont partir à partir de cette première version qui a été sculptée par un artiste. Voilà. Donc c'est des objets rares, parce que déjà il n'y a qu'une pièce au monde, et en plus c'est des objets très fragiles, parce que la cire s'écrase facilement, donc il faut vraiment qu'on les protège, et beaucoup ont été détruits par le temps, donc il n'existe pas de cire de toutes les figurines Star Wars. Là c'est un autre exemple, c'est la collection, micro-collection que Benjamin aime beaucoup, et donc c'est un prototype de packaging, c'est pas le packaging final, mais c'est une étude faite par les gens de chez Kenner. Et vous voyez par exemple sur la gauche, il y a une petite boîte fenêtre qui permettait de montrer le personnage. Et tout est fait aux lettres A7 à la main. Voilà, c'est collé à la main avec du scotch. Voilà, il n'y a pas d'ordinateur, c'est des vraies photos découpées au ciseau, au cutter, collées. Et au final, voilà ce que ça a donné. Et le packaging n'était pas du tout pareil. Parce que la boîte fenêtre, bien sûr, coûte plus cher. Donc ils ont abandonné, ils ont changé le code couleur et ça donnait autre chose.
Alors dans les archives, on a aussi beaucoup de choses qu'Arnaud aime beaucoup, c'est les photo art. Alors les photo art sont donc les gens de chez Kenner à l'époque, pour faire les figurines, avaient accès à un certain nombre de photos du tournage de Star Wars. Mais quand par exemple ils décidaient de faire la figurine de FX7, les équipes de Lucasfilm à l'époque n'avaient pas pris l'objet tout seul sur un fond blanc pour se dire tiens on va faire une figurine dans 3 ans. Moralité, qu'est-ce que faisaient les gens de chez Kenner? Ils prenaient une photo du film et il y avait un artiste à l'aéro qui repeignait tout autour, qui effaçait le tournage pour pouvoir avoir la figurine isolée et pouvoir faire ainsi le packaging final. Donc pour nous c'est un moyen aussi une fois de plus de montrer le travail qui est fait par des artistes de l'époque et qui une fois de plus aujourd'hui, parce que les choses sont mieux organisées sur les tournages et par la photographie aussi, c'est des technologies qui ont complètement disparu. Alors ça c'est vraiment un objet très rare, c'est le prototype de la poupée Lando Calrissian. Donc poupée qui n'a jamais été fabriquée, qui est restée qu'au stade de prototype. Alors pour l'anecdote, c'était Steve Sansweet qui était venu nous visiter il y a, juste avant de venir à QC, et on l'avait emmené dans nos archives, et quand Steve est tombé nez à nez avec la poupée, il est devenu blême. Et je lui dis Steve, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me fait, mais c'est incroyable, j'avais toujours entendu parler de cette poupée, mais à un moment je m'étais dit, elle n'existe pas. C'est une rumeur. Et donc, non, la poupée existe bien, et ben voilà. Et elle était présentée à l'expo au Louvre. Ça, c'est aussi, c'est pas évident d'en trouver. C'est des boîtes promotionnelles du Retour Jedi française qui étaient en magasin. Et si je me souviens bien, si on achetait un véhicule, on avait le droit de repartir avec une figurine sous sachet en cadeau. Donc c'est rare de retrouver des boîtes complètes d'époque. Alors on a des choses, pareil aussi, on est très friands nous d'illustration. Donc un de nos bijoux et qu'on avait présenté bien sûr à cette exposition, c'était important pour nous qu'elle soit à quelques mètres de la Mona Lisa de Léonard de Vinci. C'est de présenter la peinture originale des frères Hildebrandt qu'ils ont peint en 36 heures, hein, puisque l'histoire dit que c'est pas une peinture qui a été commanditée par Lucasfilm, mais par Fox à l'époque. Et il la fallait très rapidement. Et en fait, ils avaient, je ne sais plus pour quel film avant, les frères Hildebrandt avaient fait une peinture comme ça très rapidement. Donc Fox, l'agence de publicité de Fox, les a appelés en disant on a besoin d'une affiche Star Wars. Et en 36 heures, ils ont fait l'affiche. L'un des frères commençant par la droite, l'autre des frères commençant par la gauche, et ils ont fini l'affiche dans un temps record. Je vais juste rajouter un petit détail parce que pour pas vous flouer, sur la droite en fait de l'affiche, vous pouvez observer l'hexachrome. Vous voyez qu'il y a un petit détail de différence entre les deux. Il nous manque C3PO et R2D2. En fait, les frères Hildebrandt ont retouché la peinture et la peinture originale aujourd'hui a bien R2D2 et C3PO. Ça c'est l'hexachrome qui a été pris avant pour certains éléments promotionnels. Voilà. Et aussi pour nous c'est important parce qu'effectivement à l'époque, pour ceux qui sont vieux comme moi, cette peinture des frères Hildebrandt a été très souvent reprise sur les packaging de merchandising à l'époque. Je vais passer maintenant à certains costumes et props ou accessoires, comme on dit en français, originaux du film. Donc là, vous voyez le général de Lona, c'est ça. J'ai eu un doute. Voilà, qu'on voit ici. Voilà. Voilà le manteau rescapé de ce tournage. Là, vous reconnaissez tous Jeremy Bulloch en officier impérial. Il n'a pas été que Boba Fett. Et là, il avait un blaster de garde de Bespin. Et voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. Alors, c'est des choses qu'on souffert, bien sûr, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'au cinéma, les choses sont faites pour durer 4 semaines et pas pour durer 35 ans. Donc, il y a des choses qui ont bien survécu et d'autres, pas forcément. On a la chance d'avoir une des vestes originales aussi de notre ami Harrison Ford, qui est quand même une belle pièce. Alors on a des prothèses en latex.
Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué à maintenir dans le temps parce que le latex, soit il se conserve bien, soit il se conserve mal. Pour ceux qui sont allés à Star Wars Identities, vous avez vu Jabba le Hutt, il n'y a plus rien, le latex s'effrite dans le temps et se transforme en poussière. Certaines choses de chez Stewart Freeborn, bizarrement, se tiennent très très bien dans le temps. On ne sait pas pourquoi, il devait avoir une certaine manière de faire son latex que peu de maquilleurs ont au monde, parce que la plupart des latex se désagrègent. Et nous, sur Star Wars, la plupart des choses qu'on ait tiennent dans le temps. Mais on ne se fait pas d'illusions, de toute façon, un jour, le latex, si c'est pas maintenant, dans 20 ou 30 ans ou 40 ans, ça va disparaître. Donc de toute façon, nous, on va mettre en place un programme où on va faire scanner tous ces objets pour garder la trace et faire des tirages si jamais les objets disparaissent à jamais. Et on a aussi une partie du masque en latex qui a été utilisé sur le Retour du Jedi. Vous pouvez voir Nick Dunman sur la droite en train de maquiller Ian McDiarmid. Voilà, donc vous voyez, c'est des choses qui ont été un peu abîmées avec le temps. Peut-être que celle-là a servi peut-être pour un test de collage, c'est pour ça qu'elle a souffert. Ah, la main de Luke Skywalker, c'est un de mes favoris, ça. Comment a-t-il fait pour envoyer sa main si loin? Eh bien, c'est simple, il avait une poignée. Voilà, donc Mark Hamill avait un système de poignée qui permet d'éjecter la main. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des photos où en fait Mark Hamill, avant le tournage, s'est fait mouler les deux mains. Parce qu'en fait, au tournage, ils ne savaient pas s'il allait se faire couper la main droite ou la main gauche. Donc, de toute façon, ils ont fait des moules des deux et ils ont fait des créations des deux. Voilà. Comme on est des grands cinéphiles aussi, on aime bien ce genre de choses. Les claps de cinéma. Donc là, c'est celui de l'Empire contre-attaque. Alors ça, c'est pas la plus belle des choses que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est donc le docteur Evazan qui provoque notre ami Luke Skywalker dans le bar de la cantina. Eh bien, il reste un petit masque en latex de cette chose. Alors ça, c'est un peu notre golden monster de notre société. Voilà une photo que j'ai retrouvée dans l'Insider des créatures de la cantina. Donc là, toutes les créatures ont été faites par Stewart Freeborn et son équipe. Et des fois d'ailleurs, c'est des créatures qu'il a créées 100% à partir de dessins de John Molo ou de Ralph McQuarrie, ou tout simplement des fois il a réutilisé des créatures qu'il avait fait lui-même pour des publicités ou d'autres films. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, Ranatin, la petite souris. Et vous allez voir que l'ensemble des masques de Stewart Freeborn, qui ont maintenant, le film date de 77, 37, le film a été tourné en 75, 38, 39, des masques qui ont pratiquement 40 ans et qui se tiennent très très bien. On a Sorine, qui a inspiré un autre personnage dans l'Empire contre-attaque. Là aussi, ils en ont fait deux en fait pour la scène de la cantina. Un des deux a été réutilisé pour l'Empire puisqu'il a été utilisé pour le personnage de Boss. Pour dire que celui-ci est bien mieux conservé vu qu'il a été moins utilisé sur la production. Alors Caroline Monroe qui fait Zuckuss, puisqu'on a aussi le masque de Zuckuss dans nos archives, m'a avoué qu'elle avait joué dans l'Empire contre-attaque Snaggletooth. Bah le voilà, Snaggletooth. Non, elle a joué Snaggletooth sur Bespin dans l'Empire contre-attaque. Alors Snaggletooth a une particularité, c'est qu'en fait il a été repeint pour le fameux Star Wars Holiday Special au temps de la guerre des étoiles, si vous vous souvenez, qui était passé sur TF1 à l'époque. Je suis sûr qu'il y en a qui doivent l'avoir en pirate. Non, voilà. Donc, bon, Snaggletooth étant un personnage mythique de la cantina, bien sûr, par sa figurine. Le petit KB, qui ressemble à une petite chauve-souris. Ah. Qui connaît le nom de ce personnage? Ah. Ah, nous avons un vrai spécialiste, Wiosla, voilà. Qui n'est pas forcément le plus joli non plus de la cantina. T'as de beaux yeux, tu sais. Voilà. Et qui se conserve pas mal. Hein. Voilà, monsieur a gagné un catalogue.
Et nous avons la star Greedo. Alors Greedo, il y a eu deux masques. Deux masques, d'ailleurs c'est pas que j'ai pas les photos, mais c'est en fait Stewart Freeborn a pris un masque qui avait été utilisé dans une campagne de publicité anglaise pour des petits pois. Et il y avait Mr. P, qui était un personnage tout vert avec des yeux. Et en fait, il a rajouté des oreilles, rajouté des pustules, des oreilles. Et il en a fait deux. Le premier étant bien sûr le masque utilisé par l'acteur ou l'actrice quand il était fait au moment du tournage. Et celui-là qui a été fait pour une scène bien précise, la scène où Han Solo tire sur le mannequin et qu'il y a une explosion. Donc ce masque-là en fait est entièrement rempli, puisqu'il servait au mannequin. Et ce qui est bien, c'est que le fait qu'il soit rempli a aidé à la conservation du masque. Donc il est en très très bon état. On a les chiens des Baskerville qui arrivent. Oui, alors les yeux ne sont pas d'origine, on les a refaits parce qu'ils n'existaient plus, mais c'est Stewart Freeborn à l'époque qui nous avait donné les globes et la manière dont refaire la texture. Nous saluons Stewart Freeborn qui hélas est décédé depuis, lui et sa femme depuis quelques années, et qui était un homme charmant. Alors voilà, ça personne n'est au courant au monde que nous les avons, donc on vous les présente pour la première fois. Nous avons Nimbaniz, voilà, qui n'est pas un personnage qu'on voit le plus facilement, mais qui était connu parce que je crois qu'il était, pour la BD, dans la BD de Star Wars à l'époque, il était Jabba le Hutt. Voilà. Donc voilà notre ami Nimbaniz dans nos archives. Et nous avons son comparse, le Hair Mouse. Je ne sais pas s'il y a un terme français pour ce personnage, voilà, qui aussi, que je vous présente pour la première fois ici à QC. Donc on a une bonne partie des masques de la cantina. Le reste de la partie est détenu par un collectionneur en Angleterre. Et le reste est entre Phil Tippett, qui a encore certains des masques. Bob... on va pas retrouver son nom. Hein. Il a plus de mémoire. Un grand collectionneur, en fait, un gars qui a commencé vraiment la collection il y a 60 ans, et en fait tout Hollywood lui offre régulièrement des choses, et en fait il était ami avec les maquilleurs, donc ils lui ont filé Bob Burns, voilà, qui ont filé des masques, Eric Baker aussi qui a encore quelques masques de Star Wars, voilà. Je ne sais pas si un jour on réussira à les réunir complètement, je crains que non. Alors nous avons un masque d'Huguenot aussi, mais qui était en très mauvais état et qui a été entièrement restauré par Tom Spina, qui est un maquilleur aux États-Unis. Alors nous avons des petites maquettes de Star Wars aussi. Là, on a un petit Rebel Blockade Runner qui a priori a été qui a été utilisé sur l'Empire contre-attaque, et notamment dans la toute première fin de l'Empire, mais qui a été changé au tout dernier moment par George Lucas. On a aussi une grande maquette de Star Destroyer de ILM, qui doit faire dans les 3 mètres et demi, qui est quand même une très très belle pièce. Et on a aussi beaucoup de prototypes, là je ne vous ai pas tout mis, mais on a beaucoup de masques prototypes de Retour des Jedi, ce genre de choses. Là j'ai montré celui-là, ce que je l'aime bien, c'est une des premières ébauches qui était faite pour le casque de pilote rebelle. Initialement, ils avaient prévu d'avoir une sorte de masque comme les pilotes de jet, et puis ça a été complètement abandonné. Et c'était des masques entièrement thermoformés par Chris Hemsworth. Non, c'est plus son nom. Il y a eu un procès avec Lucasfilm, donc on n'en parle pas. Voilà, merci. Il y en a qui suivent. Alors nous avons mis la main sur le trésor de Han Solo, puisque c'est ces caisses, ces récompenses qu'on lui donne une fois qu'il a sauvé la belle princesse Leia de l'Étoile Noire. Alors ça, on les a récupérés il n'y a pas longtemps, comme quoi on peut encore trouver des choses 35 ans après. C'est les menottes de la princesse Leia. Alors c'est très étonnant parce qu'elles sont toutes petites. Je vous promets, je ne peux pas passer moi mon poignet. Elle était vraiment très très menue. Alors, comme nous sommes dans la section menottes, nous avons les menottes de Han Solo dans le Retour du Jedi. Et j'ai fait des recherches pour préparer cette présentation. Et
Je n'ai jamais vu les monotes en fait avant, il n'y a aucun livre qui en parle. Dans le film, on les voit à peine, je crois que c'est vraiment le seul moment où on aperçoit les monotes. Et voilà à quoi elles ressemblent. Et ça ressemble vraiment à des choses qui devaient servir à mon avis en nautique, pour les bateaux, ce genre de choses. Voilà, s'il y a des gens de la 501, ils vont être contents. Nous avons la chance d'avoir un des casques Hero du tout premier Star Wars, l'épisode 4, et c'est a priori celui de Han Solo dans Star Wars. Alors ça c'est très rare parce que je crois qu'il y en avoir 5 de fait pour le tournage, et a priori qui ont survécu peut-être 3. Voilà. On dit a priori celui de Han Solo parce que ceux qui restent et qu'on connaît ont été screen matchés. Donc c'est pour ça que par défaut en fait on penche vraiment pour celui de Han Solo. Screen matché, c'est-à-dire qu'ils ont été reconnus par rapport au film. Alors ça aussi je crois que personne n'en a jamais vu, c'est les costumes de Stormtrooper pour les cascadeurs et notamment pour simuler tous les impacts de blaster. Et dans le cinéma, qu'est-ce qu'on fait? On met des coquilles en acier pour protéger le cascadeur. Donc voilà à quoi ça ressemble dans Star Wars. Et il a été utilisé dans Star Wars et dans l'Empire. Et vous pourrez remarquer dans les deux films, les deux impacts sont toujours au même endroit. Ce sont des petits inserts avec des charges dedans. On fait un petit court-circuit, ça crée une étincelle et ça fait exploser la charge. Comme quoi les rebelles ont une précision incroyable. Ils arrivent à tirer toujours au même endroit. Ils sont forts ces rebelles. Bon, pour terminer, je me suis dit on va terminer un peu avec la scène finale de Star Wars. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, la veste de Luke Skywalker, qui est un peu la toison d'or de Star Wars, que vient chercher Luke Skywalker. Il a ce beau manteau, qui était en fait un blouson de, je ne sais pas de bêtises, je crois de moto anglais, qui était où ils ont découpé des bandes et ils en ont utilisé pour Ponda Baba elle-même en orange, il a été utilisé pour plusieurs personnages dans Star Wars. La médaille de Han Solo, voilà. Excusez-moi, là j'ai laissé la médaille sur Luke, mais c'est celle de Han Solo et pas celle de Luke. Et bien sûr, la star de toutes nos collections, de tout Science-Fiction Archives, c'est quand même un R2 original de l'Empire contre-attaque. Alors vous allez vous dire, mais comment ils ont réussi à dégoter un R2 original de l'Empire contre-attaque? Je vais vous expliquer, c'est très simple, parce que tous les autres sont chez Lucasfilm. Comment? Même plus chez Lucasfilm, ils sont chez George Lucas qui a gardé ses propres archives car il ne les a pas vendus à Disney, puisqu'il veut faire son propre musée. Et la réalité, c'est que la compagnie White Horse en Angleterre, d'un certain monsieur Dyson, sur l'Empire contre-attaque, a refabriqué de nouvelles unités R2 après Star Wars, et tout simplement, il a eu l'autorisation d'en garder un exemplaire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'a récupéré, que Arnaud l'a récupéré il y a plus de 20 ans chez eux. On y tient beaucoup. Voilà, donc là je vous ai présenté une partie de nos collections, bien sûr majoritairement Star Wars, mais là une fois de plus c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. On a énormément de dessins, on a beaucoup d'autres masques, beaucoup d'autres costumes. Donc si vous aimez ça, je vous invite à venir voir notre site internet, sciencefictionarchive.com. On est en train de travailler sur une nouvelle mouture qui devrait être en place d'ici un mois, qui va être beaucoup plus jolie, plus performante. Et on va monter beaucoup plus de choses. Et puis vous allez pouvoir découvrir ce qu'il y a en autres films de science-fiction, parce qu'on n'a pas que du Star Wars. Si vous aimez Star Trek, par exemple, le 5e élément, vous allez pouvoir. Nous avons un compte Facebook, bien sûr, et un compte Twitter, sci-fi_archive. Donc si vous voulez être au courant des prochaines expos, n'hésitez pas à vous loguer sur ce genre de choses. Et là je fais ma pub perso, c'est pas bien, mais si vous voulez avoir des infos ou me suivre sur les activités Star Wars, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Patrice Giraud Off comme officiel, et sur Twitter, Giraud Patrice. Voilà. Donc sciencefictionarchive.com, c'est terminé, mais avant de terminer, je voulais quand même dire un grand merci à
aux héritiers de l'Empire, de la Force, excusez-moi, et notamment à Philippe. Allez, c'est moche de finir là-dessus, je sais. Mais merci à Philippe Grenier de nous avoir invités. Et puis Jérémy et Alexandre, merci de m'avoir aidé sur la présentation. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et Benjamin vous a apporté deux petits objets, un storyboard original de l'Empire contre-attaque, c'est ça, et une proof card de Power Droid de Star Wars, voilà. Donc la proof card étant une épreuve de contrôle de chez Kenner pour voir si c'est bien imprimé, puis même sûrement envoyé à Lucasfilm à l'époque pour voir s'il validait les couleurs, l'impression, et à partir de ça, on lance la production finale de l'objet. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions à Monsieur Patrice Giraud, que ce soit sur son travail avec Lucasfilm, que ce soit sur son travail au sein du Lucasfilm Magazine, que ce soit sur les tournages de Star Wars, auxquels il a aussi participé, puisqu'il a notamment fait une apparition dans l'épisode 1. Voilà, sur l'avenir de la saga Star Wars, n'hésitez pas, là vous avez vraiment une personnalité emblématique du monde de Star Wars en France, donc allez-y. On va essayer de fonctionner avec le micro mobile s'il veut bien marcher, sinon je suis désolé, il va falloir essayer de parler un peu fort, et moi je relayerai vos questions. Voilà, merci. Alors qui se lance hein? Ah, premier rang. Ouais, vas-y, essaye avec le micro, on peut voir si... Parle pas trop fort dans le micro. Yeah. On va faire sans micro, je crois. Pose-moi tes questions. La taille de l'entrepôt pour stocker tout ça. La taille de l'entrepôt. Bah oui, c'est tout le problème, parce que une des choses que vous ne réalisez pas, c'est que, à part pour les grands véhicules, tout le reste, c'est des caisses. C'est-à-dire, quand vous avez un objet de 8 mètres de long, on rajoute une caisse, on en est à 12 mètres. Hauteur, largeur, c'est un cauchemar. C'est un vrai problème. Mais on n'est pas si mal organisé, parce que j'ai l'ancien numéro 2 d'ILM qui est venu il y a 6 mois visiter nos archives et qui était content de revoir des vieilles maquettes et qui m'a dit mais jamais même chez ILM on a été aussi bien, ils n'avaient pas d'endroit en fait, donc ils stockaient vraiment d'une manière anarchique des vieilles maquettes de films en disant bon si on doit les réutiliser. Mais on a plusieurs hangars, on a un entrepôt principal et un second pour les très gros véhicules beaucoup plus loin de Paris, et puis après dès qu'on a une expo on va les chercher et puis voilà, on les dépoussière un peu. Voilà, et puis les costumes c'est sur des racks, c'est très compliqué parce qu'en plus ça coûte beaucoup d'argent à restaurer, à maintenir en condition, ou des fois il faut faire des travaux de restauration, donc c'est notre métier aussi. On a des budgets de dire bon, qu'est-ce qu'on restaure cette année, qu'est-ce qu'il faut sauvegarder. Très souvent la priorité c'est les choses en latex. On a fait restaurer il y a un an un des costumes d'homme-singe de 2001 l'Odyssée d'espace. Donc on l'a fait mettre sur mannequin entièrement et on a fait restaurer le masque qui était très abîmé. Une fois de plus, c'est Tom Spina aux États-Unis, à New York, qui fait ça. Et aujourd'hui d'ailleurs on l'a mis en relation, il répare des choses sur les Star Wars parce que eux aussi ils ont des problèmes sur certains latex des créatures du Retour du Jedi. Voilà, donc c'est notre devoir, et c'est aussi la mission des archives, c'est de sauvegarder ce matériel qui initialement est prévu pour aller à la poubelle. Mais quelque part, c'est comme les gens comme Langlois qui ont créé la Cinémathèque, c'est des gens qui allaient faire les poubelles parce qu'ils considèrent que c'est l'histoire du cinéma et qu'on n'a pas le droit de le jeter. Donc voilà, donc nous, notre mission, c'est aussi de restaurer ça, de maintenir qualité. Sur les maquettes aussi, des fois, de refaire le réseau lumineux, mais là, ça devient tout de suite très complexe. Voilà, mais ça fait partie de notre travail. L'homme à la veste de luxe, c'est ça? Oui. Et la veste.
C'est quoi la dernière question? Est-ce que vous avez des regrets par rapport à des acteurs qu'il aurait fallu qu'ils soient présents? Bon, alors oui, j'ai vu le casting de Star Wars comme tout le monde, j'ai découvert comme vous. Je suis ravi de voir que Harrison Ford, Mark Hamill et Carrie Fisher reviennent. Moi j'avais 10 ans quand j'ai vu Star Wars au cinéma, ça me fait me dire qu'en 2015 que je vais revoir Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker. Ouais, je suis super content, c'est un vrai bonheur. Sur les jeunes, je sais pas, je connais pas le film, donc c'est difficile de pouvoir dire quelque chose, positif ou négatif. J'attends de voir le film. Et une fois de plus, j'ai pas vraiment de regrets. Pour l'instant, pour moi, avoir Carrie Fisher, Ford et Mark Hamill pour la suite de Star Wars, c'est ce qu'il fallait, c'était le trio de base. Après, qui est Lando Calrissian ou pas, pour moi, c'est plus des personnages secondaires. Avoir le trio de base, voilà, c'est tout ce qu'on demandait. C'était déjà peut-être un challenge pour eux d'arriver à renégocier avec ces acteurs-là. Ils ont réussi, tant mieux. Maintenant, j'ai hâte de voir le film. Et puis, vis-à-vis de la polémique, je n'en ai pas une, mais souvent quand je fais des interviews, même des gens ici m'ont dit « Ah là, ça vous inquiète pas que ce soit Disney qui reprenne Star Wars ?» Je fais non, parce que pour l'instant, je dirais que c'est une pure opération industrielle. C'est-à-dire que c'est vraiment Disney qui achète les actions de Lucasfilm. Ok, ils ont fait une opération boursière. Mais dans la réalité, c'est Kathleen Kennedy qui a été nommée en amont du rachat de Disney pour prendre la tête de Lucasfilm parce que George savait qu'il allait vendre. Et pourquoi elle est venue là? Pour rassurer les futurs investisseurs. Parce que Lucasfilm sans personne, quelque part ça vaut rien. Ou moins que ce que ça vaudrait. Donc elle était là pour assurer et assurer la pérennité de l'entreprise. Donc aujourd'hui c'est entre ses mains. Et qu'est-ce qu'elle nous envoie comme signal depuis le rachat? Eh bien, c'est retour aux sources. Le dessin animé Star Wars Rebels, c'est on revient à l'épisode 4. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Laurence Kasdan à l'écriture, celui qui a fait l'Empire contre-attaque, le Retour Jedi, les Aventures de l'Âge perdu. On nous parle que Norman Reynolds, qui a travaillé sur les 3 Star Wars en tant que chef déco, serait consultant sur le film, pour les décos du nouveau film. Phil Tippett, qui était l'animateur emblématique des 3 Star Wars, serait peut-être de l'affaire dans les nouveaux Star Wars. Enfin, le message est clair que aujourd'hui, c'est pas une question d'argent, ils ont dépensé 4 milliards pour acheter Star Wars, c'est pas le moment qu'il va falloir faire chichi. C'est-à-dire que là, on va reprendre les meilleurs qui ont fait les Star Wars originaux. Donc, pour l'instant, je dirais, dans les signaux qu'ils envoient, moi je trouve qu'ils envoient les bonnes choses. Maintenant, on n'est pas à l'abri de l'échec industriel, de l'erreur industrielle, un mauvais film, mais moi je suis assez confiant qu'on aura un film de qualité. Après, est-ce que ça sera à la hauteur des anciens, des nouveaux, mieux? Et une fois de plus, peut-être que le meilleur Star Wars est devant nous, on n'en sait rien, on verra. Voilà. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude, on jugera sur pièce en 2015. Pour l'acteur d'R2D2, je crois qu'il est mort. Vous allez faire comment pour le remplacer? Alors, Kenny Baker n'est pas mort, hein. Mais heureusement, il n'est pas là. Bon, il n'est pas en super santé parce qu'il faut savoir que les gens de petite taille ne vivent pas normalement très longtemps. Et Kenny Baker est extrêmement vieux, donc c'est déjà une chance pour lui, mais bon, il n'est pas en super forme. Certains d'entre vous ont déjà vu à Celebration, bon, il est en chaise roulante. Mais Peter Mayhew aussi, qui fait Chewbacca, n'est pas en grande forme, mais tous les deux sont au casting d'épisode 7. Peut-être qu'ils ne feront pas grand-chose, mais une fois de plus, le message vis-à-vis des fans, c'est nous reprenons R2D2 et nous reprenons Chewbacca. Voilà. Et le message est clair. Alors que Kenny Baker n'était pas sur épisode 3. Il sera normalement présent le 6 juillet à Londres, hein, pour certains s'ils veulent le voir, à la London Film Comic Con. C'est le 13. Le 13, Benjamin. Merci madame. Est-ce que vous pensez que vous aurez l'occasion de récupérer des objets du tournage de la nouvelle trilogie? Non, aucune chance d'avoir les objets des nouveaux films. Faut comprendre, c'est qu'à l'époque, on a beaucoup de choses des anciens films, et notamment du premier film. Pourquoi? Parce que déjà personne à l'époque, une fois le film terminé, tout le monde gardait des trucs, comme souvent dans le cinéma, les gens qui travaillent sur le film.
il y avait une tradition aussi, c'est que les maquilleurs de cinéma ont toujours gardé leur travail. Donc Stewart Freeborn, il a gardé tout son travail sur Star Wars, sur le premier film. C'est comme ça que nous on a pu récupérer des choses. Après, une fois que Star Wars a été un succès, c'est sûr que Lucasfilm a essayé de garder un maximum de choses. Aujourd'hui à Hollywood, ils essayent de garder les choses, ils font des ventes aux enchères, même pour faire de la, pour rentabiliser dans les budgets des films. Donc sur le prochain film, je pense que la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que c'est George Lucas avec ses archives qui va les récupérer ou les archives de Disney. Et qu'est-ce que va garder, et si c'est les archives de Disney, qu'est-ce qu'ils vont garder? Est-ce qu'ils vont garder autant que les archives de Lucas? Est-ce qu'ils vont organiser des ventes pour les fans? Enfin, tout est possible aujourd'hui. Vous avez plus de questions? Pas de questions du public? Ah si. On a eu une chance de voir un jour un musée justement à l'initiative de George Lucas, les archives qu'il a. Alors c'est effectivement c'est une bonne question. Est-ce qu'on aura un jour un musée de George Lucas? Aujourd'hui, il souhaite faire un musée de ses archives mais une fois de plus, il a ses archives de cinéma, il a ses archives personnelles du cinéma. Quand vous allez à Skywalker Ranch, vous pouvez voir le fouet de Ronald Valentino, le chapeau de Chaplin. C'est un grand collectionneur de cinéma. Il a énormément d'affiches de cinéma. Il a énormément de tableaux de grands maîtres, des Norman Rockwell, des statues, des Frank Lloyd Wright. Enfin, c'est un collectionneur. Je crois qu'il avait 2 personnes chez Lucasfilm qui, tous les jours, recherchaient dans le monde ce qu'il avait acheté. Il a collectionné énormément. C'est un collectionneur. C'est un collectionneur d'œuvres graphiques. Et aujourd'hui, sa volonté, c'est de faire le George Lucas Cultural Museum à San Francisco. Mais ça fait 3 ans qu'il se bat avec la ville, qu'il ne veut pas du musée parce que, une fois de plus, trop puissant à San Francisco. Il s'est mis des gens à dos qui aujourd'hui disent ton musée, bah, tu le fais autre part. Donc là, il en a marre. Et comme aujourd'hui, il partage sa vie avec sa nouvelle femme entre Chicago et San Francisco, je crois que le musée va se faire plutôt à Chicago. Bien que dernièrement, je crois que San Francisco a proposé un nouveau lieu, mais Georges, je crois qu'il a l'air d'être très lassé par le combat et je crois qu'il va trancher dans le vif très rapidement, puisqu'il a quand même 70 ans et je crois qu'il veut voir de son vivant ce musée. Et la mission de ce musée, c'est un peu ce qu'a fait le musée Art Ludique à Paris en ouvrant récemment, c'est de montrer que les œuvres des artistes d'aujourd'hui du cinéma sont aussi nobles qu'une peinture de Léonard de Vinci. C'est-à-dire qu'un artiste qui est du XVIIIe siècle, que ce soit un dessin pour Pixar ou un gars qui dessine pour l'épisode 7, c'est un artiste, donc on peut l'exposer dans un musée au même titre. Donc c'est un combat de pouvoir mélanger tout ça, toute sa collection, et de pouvoir défendre les artistes en tant que tels, et pas de dire « Ah oui, mais le cinéma, vous comprenez, l'artiste, il n'a pas peint de sa personne, c'est une commande. » Ah oui, mais alors c'est quoi les grands tableaux qu'on a dans les châteaux? Vous croyez que c'est pas des commandes de personnel? Bah, c'est une chose. Aujourd'hui, l'intelligentsia des musées ne veut pas en entendre parler. Donc, effectivement, pour lui, faire ce musée, c'est une fois de plus abattre les cloisons entre tout ça. Alors, à ce titre, nous, on travaille avec un grand musée d'art moderne à Bonn. On va normalement ouvrir en octobre prochain une exposition sur la thématique de l'espace où justement les gens du musée ont eu l'intelligence de prendre certains objets de nos collections, les mélanger avec des vraies œuvres qu'on appelle des œuvres muséales, c'est-à-dire des statues du 18e, des peintures sur le thème de l'homme dans l'espace, et aussi avec des V2, des capsules de la NASA. Enfin, ne pas avoir de ségrégation, mais sur la même thématique, pouvoir réunir tous les objets. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la majorité des politiques des musées. Plus de questions? Alors moi j'avais une question qui, je pense, beaucoup de fans de Star Wars, peut-être même du grand public aussi se pose, qui est d'ordre plus général sur la saga. Je voulais savoir, donc nous en tant que fans, on a je pense tous un point de vue sur ce qui fait Star Wars, ce qui rend Star Wars aussi magique aux yeux de tant de gens, ce qui fait que Star Wars est un vrai phénomène de société.
Et je voulais savoir ce qu'un homme tel que vous, qui a travaillé pour des organismes officiels Star Wars, en pensait. Ce qui pour vous fait de Star Wars ce phénomène de société et ce qui le rend si magique aux yeux des gens. La réponse que j'ai toujours pour les journalistes, c'est vraiment la question qu'est-ce qui fait que Star Wars ça perdure. C'est vrai qu'aujourd'hui vous avez une convention, le dernier Star Wars date de 9 ans. Depuis les Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux, on n'a pas des ribambelles de Hobbit ou de Harry Potter. Star Wars reste la chose la plus marquante, parce que Star Wars est vraiment ce qu'on appelle un conte mythologique. La manière dont il a écrit ça, il a utilisé des ressorts qu'on retrouve dans les grands contes, que ce soit Ulysse, l'Iliade et l'Odyssée, mais il l'a mis finalement dans un conte moderne, de la science-fiction qui nous parle, nous, les générations d'aujourd'hui, ou de celles des années 70, parce qu'effectivement, peut-être qu'on lit plus ces bouquins, mais finalement, ça marche sur la même chose. C'est-à-dire que quelque part, et je pense que les super-héros, c'est la même chose, c'est quelle que soit notre époque, l'être humain a besoin d'être supérieur à nous pour nous expliquer notre destin. C'est-à-dire qu'avant, on lisait l'Iliade et l'Odyssée, on lisait les aventures d'Ulysse comme un exemple. Voilà. L'expo Star Wars Identité, voilà, on utilise Star Wars pour essayer d'expliquer aux enfants quel va être ton destin. Et voir Star Wars à 10 ans, voir Luke Skywalker qui quitte sa famille, qui va affronter son père, c'est ce qui va nous arriver dans notre vie, c'est ce qu'on raconte dans l'Iliade. Et une fois de plus, au travers de personnages surhumains, on nous explique notre humanité à nous. Et c'est ça qui fait que Star Wars marche, mais d'une manière spectaculaire, avec une super musique, une super bande-son, des super effets spéciaux, ça nous fait rêver. Mais quelque part, le ressort, c'est beaucoup d'humanité. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un conte mythologique moderne. George Lucas a été le premier à y penser, à le faire. Étant le premier, c'est comme Kubrick, c'est difficile pour Hollywood derrière de créer un second Star Wars ou un pseudo Star Wars, et que Star Wars reste finalement la pierre angulaire du conte mythologique moderne. Voilà, cette édition est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Avant de vous quitter, j'ai appris il y a quelques minutes que le staff Star Wars Universe préparait une de ses émissions aujourd'hui, enregistrait une de ses émissions Star Wars en direct, avec un interview justement de Patrick Giraud. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Star Wars Universe. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour une prochaine édition. Je vous retrouverai aussi sur le forum Star Wars Universe, où on échangera quelques futilités, grandes et petites. Et d'ici là, que la Fan Force soit avec vous. Salut, à bientôt. Don't make me destroy you.